j'avais pas les codes. Encore une fois, le langage, c'était pas ça. Je disais, bah, tu sais, alors que je vous voyais les gens, mais le tu, il venait direct. Aïe, aïe, aïe. J'étais pas à l'aise à chaque fois en plus. J'essayais de parler comme eux, mais ça me ressemblait pas parce que t'avais pas mon âge. Tes potes, ils devaient trop se marrer. Non, mais Ils c'était voyaient, un sketch, c'est clair. Au bout d'un moment, j'ai pris confiance, mais franchement, au début, c'était pas ça. Les codes, la posture, c'était pas ça du tout. Et ça, on ne l'apprend pas, tu vois. Ouais. À l'école, je sais pas s'il y a des cours de posture ou... Bah, je crois toujours pas. Toujours pas. C'est un peu, tu te débrouilles. Et même, je sais pas si ça te l'a fait aussi, quand j'ai commencé à faire des études et donc aller chez les uns, chez les autres, tu vois, j'allais dans des milieux mais vraiment hyper différents du mien. Ouais. Et là, bah, t'as encore pas les codes. Et c'est même pas dans le monde pro, dans le monde scolaire, c'est même dans tes à côté, quoi. Ouais, exact. Mais du coup, t'apprends à t'adapter, à regarder un peu comment les gens font, même rien que pour se tenir à table, ou par quel couvert tu commences, Ouais, le c'est truc. clair. Et ça aussi qui est compliqué, et c'est là où il n'y a pas d'égalité des chances, tu vois, contrairement à d'autres pays. Bah, j'étais au Canada et c'est totalement différent. C'est une jeune culture, donc il y a moins ce côté bourgeois, etc. C'est très français. Mais l'égalité des chances, elle n'est pas là parce qu'on n'a pas ces codes-là. Donc on le voit tout de suite et t'es jugé comme malpoli alors qu'en fait, c'est juste qu'on t'a jamais appris à manger avec les couverts, avec des couverts différents. Toi, t'as une fourchette, un couteau, c'est déjà bien. Et ça, c'est ce qui manque, tu vois. De se dire, au moins, il y a des différences et puis voilà, tu les connais, quoi. C'est l'éducation. C'est ça, en fait, pouvoir s'adapter à différents milieux sans toi te dénaturer, c'est pas ça non plus qu'on dit, c'est ça. Mais c'est vraiment essayer d'observer, ok, dans ce monde-là, il faut plutôt agir comme ça. Bon, ben, je m'adapte pour pas trop dénoter, faire tâche dans le paysage. Exact. Et ça, c'est valable dans tous les milieux. Tu vas pas arriver, comme tu disais, dans le milieu de la logistique avec ton tailleur, ton truc de machin. Bah non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Ouais, et du coup, c'est un effort à faire d'essayer de capter comment ça marche. Exactement. Mais c'est vrai que c'est hyper vecteur d'inégalité tout ça parce que c'est des trucs indicibles. Et pour les personnes qui sont de ce milieu-là, c'est tellement normal et basique que pour eux, ils se disent pas, en fait, c'est pas normal. La personne, si elle fait pas ça, c'est juste qu'en fait, elle sait pas. Ils se disent peut-être, non, en fait, cette personne est nonchalante ou vas-y, elle fait aucun effort. En fait, c'est dégueulasse parce que toi, t'es même pas au courant qu'en fait, on pense ça de toi au début. Exactement. Et du coup, ouais, alors longtemps, quand j'étais plus jeune, j'essayais de mimer, d'être dans le mimétisme. Ouais. De me dire, ok, ça, la personne, elle fait comme ça. Mais attention, parce qu'en fait, quand t'es trop dans le mimétisme, en fait, tu te perds toi-même, tu sais pas quitter. Mais du coup, en grandissant, j'ai vu même des gens qui étaient d'un certain milieu parler comme moi. Je me suis dit, en fait, c'est accepté. C'est juste que lui, il assume et que, ou elle assume. Et c'est accepté. Mais juste ce qu'elle dit, c'est pertinent, tu vois. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est d'être... d'abord se connaître soi-même. C'est ça qui est le plus important. Et avoir une confiance en soi aussi pour assumer qui on est vraiment. Ça, c'est la difficulté. Du coup, tu as dû le vivre un peu, cette problématique du transfuge de classe, où tu passes d'une classe à l'autre. Et ouais, c'est un chemin un peu difficile. Et comment tu as travaillé pour te sentir justement aligné entre je m'adapte, mais je reste moi-même? Ça a été quand, en fait, j'ai eu un déclic, mais c'était long. Hein. Ça a duré longtemps, jusqu'à 25 ans, où je me disais, mais je fais encore des efforts, etc. Tout au long de mes études, alors au début DUT ça va, mais plus tu montes dans les études et plus tu as des gens qui sont pas de ton niveau social. Donc plus tu te travestis ou tu te dis ok, je suis pas vraiment acceptée parce que ça se voit, j'ai pas les mêmes habits, j'ai pas la même façon de faire, donc ça se voit. Donc là c'était compliqué. Et ensuite j'ai commencé à travailler à 23. Et de 23 à 25 ans, j'étais dans le mimétisme. Je regardais ce qu'il fallait faire ou pas. Et à partir de 25-26 ans, où je commençais à avoir de l'expérience, suffisamment pour postuler, après passer les entretiens à l'aise, easy, je me disais bon ça va, j'ai de l'expérience, ça va, j'avais 2-3 ans d'expérience. Et à partir de là, je me suis dit, mais en fait, tu peux t'appuyer sur ton expérience. C'est vraiment ça qui m'a aidée. Et puis je pense que je me connaissais mieux aussi. Et du coup, j'avais plus confiance en ce que je pouvais apporter. Et c'est passé par le travail, beaucoup par le travail. Moins par mon entourage, parce que je me suis créé un entourage qui me correspondait, moi, et pour lequel j'avais pas des efforts à faire, mais c'est passé dans le travail. Ouais. C'est là où j'ai rencontré des gens totalement à l'opposé de moi, mes aspirations, etc. Donc voilà, forcément, c'est là où je voyais plus de différences. Donc je me suis dit, non, moi, elles sont bien mes différences à moi, en fait. En fait, c'est ça, tu passes un peu de la honte à la fierté. Ouais. Et c'est, je pense, une crise identitaire qu'on traverse.
Exact. Et une fois que tu l'as traversé, mais t'es tranquille, quoi. C'est T'as clair. plus tellement d'efforts à faire, là, un petit peu, mais tu sais t'entourer. Dans ton Oui. perso, dans ton pro, tu sais qui tu es, ce que tu vaux. Oui. Et t'as plus à te poser 36 millions de questions de nanana. C'est ça. Tu viens d'où tu viens, l'idée c'est de là où tu arrives en fait. Tu Et vois, donc, je trouve aussi c'est un truc qui est un peu injuste quand, selon ton milieu, bah, t'es plus ou moins spontané. ouais. En fait, quand d'office tu te sens légitime, bah, tu vas être toi-même, tu vas t'exprimer d'une certaine façon, t'habiller, truc machin, ce que tu veux. Alors que quand tu es en train de traverser un peu, de gravir les échelons, bah, tu te sens jamais vraiment légitime avant. Bah, toi, tu vois, c'était passé par la reconnaissance professionnelle, mais tu as toujours eu ce petit chemin où tu tâtes, t'es comme ci, t'es comme ça. Syndrome de l'imposteur. Carrément. Ouais, totalement. Et dans le primaire, lycée, j'en sais rien, ça serait pas mal d'avoir des cours de légitimité, en fait, de se dire, bah, d'office, on est tous légitimes. Il n'y a pas à se poser la question de pourquoi je suis là, est-ce que je peux être là, nanana. Non. Parce que ça te ralentit un peu dans ton truc et ça rend le chemin plus douloureux parfois. Exactement, c'est clair. Vraiment, c'est ce que je me dis. J'en ai pas encore fini puisque tous les jours je me dis, mais en fait, si j'avais osé plus tôt, j'aurais pu faire autre chose. Tu vois, quand j'étais petite, je t'ai dit que je voulais être avocate, mais les études de droit, je me suis dit, c'est mort si je me rate. Mais en fait, j'aurais pu faire ça. Enfin, il y a pas, enfin, il y a la bourse, tu peux trouver des moyens, tu peux bosser, et ça, je ne savais pas. Et du coup, si tu pars dès le départ, ouais, ben ça, en fait, c'est pas pour moi. Je peux pas être chanteur parce que ça, ou je peux pas vivre de ma passion. Ben, en fait, toi-même. Tu t'auto-flingues, en fait. Ouais, c'est ça. C'est l'autocensure. Genre, tu dis, ouais. ok, ça, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, c'est pour moi, du coup, tu restes là, quoi. Et est-ce que tu avais un modèle autour de toi? Par exemple, tu voulais faire avocat, il n'y avait pas de solution et tout. Mais peut-être si tu avais eu quelqu'un dans ton entourage qui était avocat, ça t'aurait peut-être aidé. Donc, est-ce que tu avais des modèles, des personnes qui t'ont boosté, qui ont, à des moments, qui sont intervenus, qui t'ont... Alors, du coup, moi, mes modèles, c'était mes copines, en fait, qui avaient le même âge que moi. Comme on parlait pas de nos vies quand on était jeunes, tu vois, au lycée et tout. On parlait vraiment pas Ah ouais, de ce tu qui se parlais de passait. rien du tout? Non, je disais pas ce qui se passait ouais. chez moi, tu vois, je racontais rien. Et on était un groupe de 5-6 filles où on parlait pas trop, tu vois, on disait de nos parents comme ça, etc. Et je les voyais continuer, faire des études, certains sont infirmières, donc elles sont passées en école d'infirmière, d'autres qui ont pris différentes voies, enfin bref. Et je me disais, ouais, mais en fait, elles ont pas de soucis, donc en fait, je veux trop être comme elles, tu vois, donc je vais suivre aussi, continuer les études, etc. Et c'est ce qui m'a vraiment aidée. Vraiment. En fait, il se trouve qu'après coup, quand on a grandi, on a commencé à se raconter nos vies, et que c'était catastrophique chez toutes. Ouais, franchement, c'était compliqué. On avait tous des parcours de vie vraiment étranges, tu vois, enfin, pas hors du commun, disons. Et ouais, c'est-à-dire... c'est-à-dire, alors, il y en a une, bah, du coup, elle vivait avec sa mère seule, tu vois, déjà, c'était quelque chose de différent à l'époque, où, tu vois, famille monoparentale, la mère, elle galère pour rejoindre les deux bouts. Il y en a une, vie compliquée, tu vois, famille hyper bourgeoise, mais des violences familiales, etc. Donc, trop compliqué, donc elle pouvait pas inviter de copines chez elle, tu vois, il y avait pas tout ça. L'autre qui vivait dans un taudis, enfin, tu vois, c'était vraiment grave compliqué. Et personne ne le savait. On se parlait pas de ça, tu vois. Tu vois, c'est dingue ça, ce truc où genre je garde ma petite vie pour moi, ce truc, alors que c'est un truc énorme et qui a de l'impact quand même dans tout, dans ta concentration, tes aspirations, enfin ton bien-être. Ouais. Et c'est dingue. Ouais, mais on s'est toutes auto-motivées parce que chacune elle dit ouais, mais non, elle ça va et elle y arrive, tout ça. Donc moi je vais faire ça. Alors, c'est vrai qu'il y a des. Moi je me suis toujours dit, bon, ça c'est pas pour moi, je vais pas faire de droit, je vais pas faire médecine. Je me suis fermé beaucoup de portes parce que je me disais c'est pas accessible. Mais quand je les voyais elles, je me disais bon, je peux au moins faire comme elles, tu vois. Ça a été ton référentiel. C'était mon rêve, ouais, c'est ça. Et jusqu'à maintenant, c'est encore mes meilleures copines. Et du coup, on se dit à chaque fois que c'est nous qui nous sommes portés parce que justement, on n'avait pas de repères, on n'avait personne. Putain, c'est ouf ça. La soirée de révélation de la dingue, quand on se dit mais quoi et tout, toi t'as fait ça, tu viens de là, tu fais truc. Mais tout, on s'était dit, mais attends, je le savais pas, mais ça se voyait même pas. Et non, franchement, c'était très marrant. Ouais. Alors que, ouais, honnêtement, se regarder sa vie, mais ne pas avoir peur de dire ce qui se passe. C'est pas de notre faute, en vrai, si on a des soucis familiaux, si on a des soucis aussi de confiance en soi, etc. On passe tous par là. Donc,
J'ai eu un peu la même chose que toi, j'ai eu 7 amis collège, lycée, Ok. avec qui on a été très proches. Et donc pendant quelques années, pareil, on se disait rien. Et après, on a commencé à faire des soirées chandelles, je vous conseille. En gros, il y en a certaines qui nous invitaient chez elles le soir et tout. Et on se mettait des bougies. Et là, on se disait, bon, allez, vas-y, c'est quoi ta vie? C'est quoi tes soucis? C'est quoi les trucs qui sont difficiles? Alors, je peux te dire que je leur en suis mise à chialer. Genre, je disais, bah, voilà, moi, c'est ça en ce moment. Il y en a une, c'était, bah, moi, je galère, je peux plus aller chez le boucher acheter de la viande, tu vois, donc galère luxueuse, on va dire. Ouais. Mais galère qui fait quand même du mal. Il n'y a pas de hiérarchie dans les Exactement, souffrances, vraiment ouais. pas. Mm. Et l'autre, pareil, qui disait, ouais, moi, il y a des problèmes conjugaux et tout ça dans la famille. Ben moi, j'ai que ma mère. Ouais, mon père, il m'a abandonné, des trucs machin. Ouais. Et là, genre, pouf, tu vides ton sac. Clair. Et après, ben, ça veut dire qu'on a, je sais pas, solidifié un peu l'amitié. Et on s'est tout auto-inspiré sans trop se le dire non plus. Exact. Et on s'est porté. Et C'est trop ça. c'est trop ouf. Donc, Ouais. ouais, si on a la chance de trouver des amis, Exact. bah, c'est vrai que c'est quand même Oui. très important. Enfin, moi, en tout cas, c'est les amis qui m'ont sorti de la galère. Hein. Ouais. Pas matériel, hein, mais juste s'évader et tout ça. Et là, je sais pas si tu as un message que tu as envie de faire passer. Ça, j'aime bien aussi en parler dans le podcast. Des fois, je trouve qu'il y a des impairs, des maladresses de la part des personnes qui connaissent pas du tout ton environnement, ton milieu. Donc toi, par exemple, la particularité, c'est que tu as été placée à l'aide sociale à l'enfance. Donc déjà, si tu peux nous parler de comment ça se passe, qu'est-ce que c'est, voilà. Parce que les gens ont du mal à se l'imaginer. Et ensuite, deuxièmement, si tu as un message à faire passer, donc du coup, aux personnes qui en font pas partie, qui n'ont jamais été placées ni rien, Ok. pour qu'ils évitent de faire des impairs. Oui. Et deuxièmement, aux enfants qui ont été placés aussi, parce qu'il y en a qui vont nous regarder. Et voilà. Ouais, alors du coup, la protection de l'enfance, donc c'est toute une institution qui va aider les enfants de parents qui n'ont pas la possibilité de traiter de manière correcte leurs enfants. Donc ça peut être des maladies psy ou autres, des parents qui sont défaillants, d'autres qui sont des enfants qui sont orphelins, donc qui n'ont carrément pas de parents. Donc en fait, ces enfants sont placés dans des familles d'accueil ou des foyers. Et qui sont pris en charge parfois jusqu'à leur majorité, donc jusqu'à 18 ans. Donc voilà, en fait, ces enfants, c'est des enfants comme tout le monde, ont juste besoin d'amour, de grandir, voilà, c'est de base juste des enfants comme tout le monde, sauf que de par leur parcours, il y a des fragilités qui peuvent se créer, notamment en santé mentale. Franchement, d'être séparé de ses parents, c'est jamais évident, quel que soit le parcours, c'est jamais évident. Mais aussi parce que l'institution, elle n'est pas aujourd'hui carrée pour accompagner ses enfants. C'est-à-dire que dans les foyers, on a des éducateurs qui ne sont pas forcément formés, bien formés, d'ailleurs qui sont en sous-effectif la plupart du temps. Les familles d'accueil, c'est pareil, quand elles veulent bien faire, elles sont très peu formées, donc elles font comme elles peuvent. Donc voilà, tout ça fait que on grandit comme on peut aussi, jusqu'à 18 ans. Parfois ça se passe super bien, et il y a beaucoup d'amour et tout se passe bien. Il y a beaucoup de fois où ça se passe pas super bien, notamment dans les foyers où tout le monde est enfin voilà, c'est plein d'enfants qui ont vécu des choses déjà difficiles. Voilà, il y a aussi des prédateurs qui rôdent autour de foyers, de familles d'accueil, pour des jeunes femmes. Donc on peut vite sombrer dans des difficultés de vie. Et il se trouve qu'à 18 ans en plus, et c'est pour ça aussi que j'ai choisi de faire ça, c'est qu'à 18 ans, on te remet tes affaires, la plupart du temps, en fait pour 70% des jeunes, on te remet tes affaires et on te dit voilà, au revoir. Ciao. Bon courage. On a été tes pseudo-parents, ton C'est ça. pseudo-équilibre pendant 18 ans, mais non, c'est ciao. Ouais, exactement, c'est ça. Et il se trouve qu'il y a 45%, je crois que le chiffre a augmenté d'ailleurs, 45% des personnes qui sont sans abri qui sont passées par l'aide sociale à l'enfance. C'est énorme en fait. C'est oufissime. Je crois que c'est à 60%, on vérifiera, mais maintenant c'est un truc de malade. Ouais, ça a grave augmenté là du fait de la crise du logement. Et ça, c'est ceux qui sont repérables, hein, parce que t'en as plein qui sont hébergés, etc. et qui n'ont pas de logement. C'était mon cas, du coup, comme je t'ai dit. Donc, on te dit à 18 ans, salut, et c'est d'une violence sans nom, comme tu dis. T'as eu des parents, donc t'es l'enfant de l'État, en fait, en quelque sorte. Et en fait, on te dit à 18 ans, mais tiens, à la porte. Comme si un parent pouvait faire ça. Ouais, ils rompent tous ces liens. C'est clair. Donc, t'as 18 ans, tes parents te disent, merci, au revoir. Et pour les 30% de jeunes qui sont pris en charge, de 18 à 21 ans, donc par le biais de contrats jeunes majeurs, on leur demande s'ils ont un projet professionnel. Donc en fait, s'ils n'ont pas de projet professionnel, ils n'ont pas ce sésame pour être accompagnés, avoir une redevance et avoir un logement. En fait, c'est ça le contrat jeune majeur. Du coup, voilà, la protection de l'enfant, c'est ça. Ce sont des jeunes comme tout le monde. Enfin voilà, moi, personne n'aurait soupçonné que j'étais
placés en famille d'accueil et en foyer. Souvent, ces enfants-là sont stigmatisés, ces jeunes-là sont stigmatisés, on les traite de délinquants, etc. Alors que pas du tout, c'est juste des parcours de vie compliqués, pour ceux qui ne savent pas. Et pour ceux qui savent, coucou, Hey. il y a des associations, des comités, engagez-vous vraiment, parce que moi je ne l'ai pas fait et j'aurais aimé qu'on puisse me dire vas-y, parce qu'on se retrouve avec des parcours de vie qui sont similaires, on se comprend, on sait ce qu'on a vécu, on sait que c'est compliqué et ça peut aider à prendre confiance en soi et en se disant c'est pas de ta faute en fait, c'est pas de ta faute, t'as eu un parcours de vie, tes parents n'ont pas pu assumer jusqu'au bout et toi tu y es pour rien donc voilà, n'aie pas de culpabilité à avoir. Voilà, et tout ça, parle-en en fait. C'est une fierté au contraire. T'imagines, t'es l'enfant de la nation, t'es plus légitime que n'importe qui. Ouais. donc voilà ce que je peux dire. C'est trop. Si tu veux compléter. Je sais pas, ouais, il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit. Peut-être aussi, info toute con, mais qu'on m'a pas dit au début, tu vois. C'est que quand tu as un contrat jeune majeur ou quand tu as été suivi par l'ASE, tu peux demander l'échelon maximum de bourse. Ah oui. L'échelon 7. Ça, personne me l'a dit. Je l'ai su en bac +1 ou je sais plus, +2 quoi. Mince. Et du coup, je savais quoi. Enfin, même si c'est que 150 balles de différence parce que j'étais déjà à l'échelon 6, Okay. Ça change énormément cumulé sur l'année. Donc déjà, il y a ça. Après, il faut regarder, il y a des assos, il y a des papes, moi qui m'avais accompagnée sur une année. Et donc, accompagnement déjà d'un, t'es avec d'autres gens qui te ressemblent, qui ont le même parcours. Ouais. Et ça fait vraiment plaisir. Et deuxièmement, il y avait une aide financière. Oui. Donc, parce que oui, en parallèle, tu vois que j'étais en école de commerce, j'allais au resto du cœur pour prendre à manger. Enfin, c'était complètement paradoxal, comme je dis quoi. Tu te rends compte, tu as des étudiants qui ne se nourrissent pas ou qui ne peuvent pas même s'habiller ou même se laver, tu vois, parce qu'acheter un shampoing, c'est hyper cher maintenant. C'est tout quand, mais c'est 2-3 balles, c'est ça. C'est clair, t'as pas ça dans ton budget, aller chez le dentiste, tu vois. Enfin, et après, ça a un impact, je trouve, pour ton rapport aux autres. Ouais. Imagine, t'arrives, tu peux pas trop manger avec les uns les autres, ou t'habites dans un quartier qui craint. C'est tout un univers en fait qui est toujours autour de toi, un nuage gris, et du coup qui t'empêche de t'intégrer et tu fais tache dans le décor, quoi. Ouais, c'est clair, exactement. Ouais. Et aussi, tu as la bourse l'été. Oui. Savoir. Ta bourse, elle s'arrête pas en juin, je crois. Tu peux demander la bourse l'été, mais il faut dire que tu es un jeune de l'aide sociale à l'enfance. Je crois que maintenant, tu peux cocher la case. Ah, ça y est, maintenant, ok. Ça y est, maintenant, ils ont débloqué au niveau du Crous et tu as accès à des logements de manière prioritaire. Alors, ce qui ne dit pas que tu en as un forcément, mais ça peut faciliter les choses. Moi, je suis dans une association qui s'appelle Repère. Il y en a dans pas mal de départements. Repère, pareil, tu peux demander des coups de pouce, tu peux venir demander de l'aide, quelle aide que ce soit, même si tu cherches un stage, enfin voilà, t'as pas de réseau, en fait c'est notre réseau. Même aux missions locales, on peut avoir le permis qui est payé. Ah oui, et pour ceux qui sont placés, il faut savoir que pendant tout au long de votre parcours de placement, il y a de l'argent qui est mis de côté sur un compte. Il faut aller le chercher, cet argent. C'est des allocations qui auraient été perçues par vos parents, qui ne le sont pas. C'est placé sur un compte, et du coup, à vos 18 ans, vous avez la possibilité de le demander. Oh putain. Il y a beaucoup qui ne le savent pas. Donc en fait, tout cet argent, il n'est pas utilisé. T'as tout dit, je n'ai rien à rajouter parce que sûr. J'allais dire même par rapport aux jeunes, tu vois, qui voient un comportement un peu différent. Il y a un truc qui cloche, les gosses, je sais pas comment ils ont l'info, mais ils vont mettre le doigt dessus. Ouais. Ça va justifier des comportements hyper atroces. Exactement. Donc dites-vous, s'il y a une personne qui est solo dans la cour ou quoi, au lieu de la discriminer, peut-être prenez-la avec vous, elle aura d'autres choses à vous apporter. Et... C'est clair. En fait, c'est ridicule d'être dans un groupe où vous êtes plusieurs à vous moquer d'une personne. Ça n'apporte rien du tout. Alors vous allez avoir un karma de merde en plus. C'est clair, pensez à l'avenir, parce que vous serez celui qui est moqué. Parce que souvent, moi je sais, mes amis qui faisaient ça, maintenant c'est eux, on se moque d'eux. La retourne. Et ouais, la retourne, franchement, tous, je sais pas toi, hein, aussi, mais tous ceux qui se moquaient des autres à la cour de récré, et en fait maintenant... Mais ils sont pas bien, ils sont en burn-out, niveau taf ça se passe pas bien, ils sont malades, enfin... Ouais, enfin ils sont pas épanouis. Ils sont pas épanouis, franchement, en tout cas moi ça se confirme. Ouais. Du coup je me dis, ou alors, tu vois, c'était les beaux gosses de la classe et plus tard, ils sont mal vieillis. Mais le problème c'est que, bon voilà, c'est ça, ces moqueries ou quoi, elles restent un peu. Et donc après, tu dois aller te payer des séances de psy ou je sais pas quoi. Claire, ouais. Mais c'est des paroles qui restent, donc si on peut éviter de les dire... Oui, tout à fait. Ça peut être bien. Et donc maintenant, deux petites dernières questions. Qu'est-ce que tu dirais à la Stéphanie qui avait 10 ans, si tu veux t'adresser à elle? Alors, ma petite, je vais lui dire de s'accrocher, que la vie est vraiment semée de belles opportunités, et c'est ça qu'il faut regarder.
de vraiment tout saisir, d'être curieux, curieuse, et après tout coulera. Et la dernière, c'est qu'est-ce que tu dirais à un jeune, donc là lycéen, étudiant qui nous regarde pour l'aider à trouver sa voie? Tes conseils? Ouais, pareil, soyez curieux, allez voir une journée en entreprise, ce que c'est tel métier. Parfois on se fait toute une idée d'un métier. Bah, allez voir ce que c'est, une journée ou deux. Comme je t'ai dit, vous frappez aux portes et si elles ne s'ouvrent pas, vous les cassez. Vous ouvrez les portes de vous-même. Ouais, enfin ça, c'est super. Et de prendre son temps, parce que on ne perd pas de temps quand on est au collège ou au lycée. Justement, on en gagne sur la suite. Donc n'ayez pas peur de vous tromper et encore une fois, soyez curieux. Trop beau. Ouais, merci. Écoute, merci Stéphanie, je pense qu'on a terminé, on s'est dit plein de choses, Ouais. trop intéressantes, j'ai encore plein de questions mais on fera peut-être une V2. Ok, avec plaisir. En tout cas, voilà, je voulais te remercier pour ton temps, pour tout ce que tu as dit, c'est hyper riche, j'espère que vous, ça va vraiment vous servir, en tout cas j'en doute pas une seule seconde. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous avez d'autres questions, on pourra y répondre. Yes. On mettra aussi toutes les infos de SEM Habitat Durable, parce que c'est une entreprise de ouf qui va vraiment vous aider. C'est sûr que là-dedans, il y en a qui vont galérer à trouver un logement. Ouais, écoutez, on ouvre d'ailleurs une asso pour trouver des logements pour ceux qui ne sont pas accompagnés par des associations. Donc on vous dira tout ça prochainement. Trop ouf, donc n'hésitez pas à aller les suivre sur les réseaux, je mettrai les liens aussi, peut-être là, je sais pas encore comment ça va se faire sur le montage, tu vois là, ou alors en tout cas en description. Et je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode, abonnez-vous. Et moi je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne soirée, bon matin, je sais pas quand est-ce que vous regardez la vidéo. Ciao! Bon ça y est, je viens de terminer l'interview, c'était un moment de malade. Je suis sûre que vous allez tirer plein de leçons de tous ces enseignements qu'elle vous partage. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ça fait toujours plaisir même d'avoir un petit mot d'encouragement, c'est très important. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, travaillez, force à vous, bon courage pour tout ce que vous entreprenez et on se dit à très vite. Ciao!